Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Parmi les thèmes abordés cet après-midi par les sénateurs dans l'hémicycle, et bien tout d'abord, à 2 jours du Salon de l'agriculture, 2 questions autour de l'affaire de la viande de cheval, des questions autour de la filière viande, de la traçabilité de la viande. Le gouvernement sera également interpellé sur les dotations aux collectivités locales alors qu'il y a eu des annonces faites cette semaine. Une question également d'Esther Benbassa, la sénatrice écologiste sur le droit de vote des étrangers. Et puis beaucoup d'autres questions dans cette séance que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne à partir de 15h. Mais tout d'abord, avant de suivre ces questions d'actualité au gouvernement, Alain Vidalis, bonjour. Ministre chargé des relations avec le Parlement et notre invité. Alain Vidalis, une première petite question d'actualité autour de la confusion qui règne aujourd'hui sur le sort des 7 otages français au Cameroun ou au Nigeria. Est-ce que vous avez des informations, des précisions à nous apporter en ce début d'après-midi ? Écoutez, les seules précisions que je peux donner, malheureusement, c'est celle qui ressort du communiqué qui a été fait par le Quai d'Orsay, sur lequel la rumeur qui avait été propagée ce matin s'avère sans fondement. C'était plus qu'une rumeur, puisque notamment un ministre du gouvernement à l'Assemblée nationale, Kader Arif, pour ne pas le nommer, a annoncé la libération des otages. Donc ça a dépassé le stade de la rumeur. Je pense qu'il faut prendre les déclarations de Kader Arif ce matin dans leur totalité. Il a fait une première déclaration dans laquelle il a indiqué sous réserve de confirmation et il a fait une deuxième déclaration pour dire qu'il n'y avait pas de confirmation de ce qui avait été indiqué sur la base d'une source camerounaise et aussi repris par des agences de presse. Et malheureusement, j'ai envie de dire pour les familles, et je pense aux otages et à leurs familles ici, c'est évidemment quelque chose de très regrettable. Très bien. Bon, écoutez, on va attendre les développements ultérieurs, peut-être dans la journée. En tout cas, on l'espère aujourd'hui. Alain Vidalis, il ressort de la conférence des présidents qui s'est tenue hier soir au Sénat et qui détermine l'ordre du jour des semaines à venir, que la date du projet de loi autour du mariage pour tous a été fixée au jeudi 4 avril. Pour combien de temps ce débat a été fixé? Comment il va s'organiser ici au Sénat? Écoutez, il va s'organiser normalement. C'était le souhait de la conférence des présidents de commencer le 4 avril. Donc un petit peu plus tard que prévu quand même. Au départ, oui. On l'attendait même dès la mi-mars. La date du 18 mars, c'était la première date utile. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas commencer avant puisqu'il y a un délai de 4 semaines entre l'examen du texte à l'Assemblée et celui au Sénat. La date du 2 avril était nécessaire et avait été demandée par la commission des lois et le rapporteur pour qu'ici, en plus, et c'est ce qui se fait, faire un travail d'audition extrêmement sérieux. À ce jour, ce qui est prévu, c'est de siéger donc le jeudi et le vendredi, puis de reprendre du lundi jusqu'au samedi inclus de la semaine suivante, et peut-être le dimanche s'il faut finir le texte. Bon, s'il faut plus de temps, naturellement, le gouvernement ouvrira pour ce temps nécessaire. Est-ce que le gouvernement va apporter quelques modifications, quelques retouches par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en déposant des amendements ? Écoutez, rien qui soit notable. Il peut y avoir ici ou là des questions techniques sur ce qu'on appelle les derniers articles de ce projet de loi et qui sont des articles de coordination, mais bon, rien de consistant de la part du gouvernement. Mais naturellement, le Sénat, je n'en doute pas, va faire son travail d'amendement. Oui, donc en tout cas, un vote conforme par rapport au texte voté à l'Assemblée nationale est totalement exclu. Il y aura une seconde lecture sur le texte mariage pour tous? Écoutez, dans tous les cas, ça n'est pas l'objectif recherché. D'ores et déjà, nous n'avons pas mis l'urgence sur ce texte et nous souhaitons que la procédure, c'est un texte important, aille jusqu'au bout. Donc une seconde lecture et on peut penser une adoption définitive quand alors? Pour ceux qui suivent de près ce débat. Probablement aux environs entre fin mai et le 15 juin, voilà. Alain Vidalis, sur les prévisions de croissance, le gouvernement l'a annoncé, il y aura des révisions à venir. Ça signifie qu'il y aura un collectif budgétaire dans les semaines à venir, au printemps peut-être? Il y aura surtout une procédure qui est nouvelle et qui est prévue par la Constitution, qui est préparée par le traité constitutionnel. Donc il va y avoir demain les annonces de prévision de la Commission européenne, puis ensuite une procédure qui amènera le nouveau Haut Conseil des finances publiques à donner son avis. Donc c'est un Haut Conseil indépendant qui a été créé en France, conformément au traité.
puis ensuite une procédure de dialogue entre le gouvernement français et la Commission pour arriver à ce que l'on appelle le rendez-vous européen, c'est-à-dire au mois de mars ou d'avril, le résultat de ce dialogue sur ces chiffres, c'est-à-dire le chiffre de la croissance, le chiffre du déficit prévisible, et c'est à partir de là que le gouvernement prendra ou ne prendra pas les initiatives nécessaires, mais l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de garder le cap sur le désendettement et la réduction des déficits. Mais il y aura peut-être quand même un collectif budgétaire avant l'été? Écoutez, c'est pas prévu pour l'instant parce que les sommes en jeu, s'il y a des rectifications à faire, peuvent se faire aussi bien à l'automne dans le cadre du collectif normal qu'au mois de mai ou au mois de juin dans la précipitation. Non, il n'y a pas d'urgence en la matière, vous pensez? Écoutez, à ce jour, de toute façon, ni vous ni moi ne savons, connaissant exactement les chiffres, on les aura demain. Pierre Moscovici. On a une petite idée quand même des chiffres de la Commission européenne. Non, on a une idée des tendances, mais vous savez, sur ces chiffres-là, je vois des chiffres qui sont présentés comme étant sûrs. Le ministre de l'économie et des finances ce matin a dit qu'il ne commentait pas, voilà, qu'il ne commentait pas ces chiffres. Naturellement, ça ne sera pas 0,8 la croissance prévue, mais on attend les chiffres de demain. Et de toute façon, le gouvernement fera connaître sa position dès demain par une conférence de presse du ministre de l'économie et des finances. Alain Vidalies, est-ce que le gouvernement a renoncé à réformer la Constitution? Le gouvernement n'a pas renoncé à réformer la Constitution. Le gouvernement, d'abord, c'est le président de la République qui a pris cette initiative-là. Il y a un certain nombre de sujets dont il nous paraissait qu'ils pouvaient être consensuels. On sait qu'il y en a qui sont plus compliqués, comme la question du droit de vote des étrangers. Mais il y en a d'autres qui sont plus consensuels. Mais qui auraient pu être consensuels. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, la suppression de la Cour de justice, par exemple. Qui était plutôt un processus de modernisation de nos institutions qu'une réforme profonde. Or, alors comment vous expliquez que la gauche, la majorité, n'arrive pas à trouver de consensus avec l'opposition sur ces points-là? Je pense que c'est une question qui s'adresse d'abord à l'opposition, parce qu'à notre grande surprise, le jour où le Premier ministre chargé par le Président de la République de les recevoir, à la sortie de cet entretien, ils ont expliqué pour l'un, l'UMP, que de toute façon, ils étaient contre toute modification, que ce n'était même pas la peine de leur en parler. Et puis, il y a eu, du côté de l'UDI, une déclaration analogue, même si hier, j'ai senti qu'il y avait des déclarations un peu divergentes à l'intérieur du groupe centriste. Dans tous les cas, c'était un peu regrettable. Entre Jean-Christophe Lagarde et Jean-Louis Borloo, voilà, et on a besoin d'une majorité des 3/5. C'est le Président de la République qui, naturellement, décidera de la suite de cette initiative. Mais je pense que ce n'est pas une bonne image de notre démocratie. Mais est-ce qu'il n'y a pas des points qui pourraient être réformés, qui pourraient passer autrement que par une révision constitutionnelle? Par exemple, est-ce que sur certains points, une loi organique ne pourrait pas suffire, par exemple, pour le Conseil supérieur de la magistrature? Pas du tout, pas du tout. Ce qui est du domaine constitutionnel est du domaine constitutionnel. Il n'y a pas d'option là. Donc il faut une réforme constitutionnelle. Mais je veux encore réitérer ma surprise que sur des questions... Parce que certains disent qu'une loi organique pourrait suffire. Écoutez, notamment, par exemple, pour l'incompatibilité de la fonction de ministre avec un exécutif local. Non, mais ce débat n'est pas en jeu, puisque la pratique, bon, si c'est uniquement ça, la réticence, ça c'est pas compliqué. Mais sur ce qui est quand même un peu conséquent, Conseil supérieur de la magistrature, statut pénal du chef de l'État, par exemple. C'est ça, oui, bien sûr, il faut passer par une révision de la Constitution. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça veut dire, en tout cas, que le droit de vote des étrangers est définitivement enterré, alors, cette réforme? Définitivement enterré, non. Le gouvernement en tout cas, pour un certain temps. Le gouvernement est pour, le Parti socialiste est pour. On n'a pas de majorité des 3/5, vu qu'on n'a pas... Il manque combien de voix, à votre avis? À l'heure actuelle, entre 30 et 32, voilà, c'est clair. Donc on essaye de les obtenir, notre volonté est certaine, mais pour l'instant, cette condition n'est pas remplie. Alors, autre point, le cumul des mandats. On en est où dans la réforme, dans la limitation du cumul des mandats? Il y a eu beaucoup de voix discordantes à gauche ces derniers jours. Oui, il y a un débat à gauche et à droite aussi, puisque vous ne vous a pas échappé qu'il y avait eu... Oui, mais enfin, il y a eu la constitution à droite d'une association pour le cumul des mandats, ce qui est quand même assez singulier. Donc le gouvernement est pour la limitation du cumul des mandats. Le président de la République s'y est engagé. Il y aura un texte de loi qui passera en Conseil des ministres très rapidement, dans les 15 jours qui arrivent probablement, dès qu'on aura l'avis du Conseil d'État, vous l'avez eu? L'avis du Conseil d'État, vous savez tout, dès qu'on aura l'avis du Conseil d'État. Et aujourd'hui, l'engagement du président de la République qu'on ne puisse plus, à la fin du mandat, de son mandat, c'est-à-dire du quinquennat, cumuler un exécutif local et un mandat parlementaire sera établi. Donc application 2017. Non, je ne prenais pas cette interprétation-là. Le débat reste ouvert et c'est au président de la République de faire une proposition. Ça peut être celle-là, ça peut être une autre date. Donc ça devrait être tranché dans les 15 jours à venir, si je vous ai bien suivi. Tout à fait. Donc texte présenté en Conseil des ministres très rapidement.
Voilà, au plus tard, aux environs de fin mars, l'affaire aura été présentée en Conseil des ministres. Concernant la réforme du scrutin sénatorial, Alain Vidalies, le gouvernement a présenté finalement une réforme très limitée par rapport aux recommandations du rapport de Lionel Jospin. Pourquoi ne pas avoir appliqué les recommandations de Jospin ? Il nous semblait que dans les recommandations de Lionel Jospin, il y en avait qui, normalement, pouvaient être reçues d'une manière favorable, même s'il ne s'agit pas là d'une réforme constitutionnelle. Et on les a appliquées en revenant à la proportionnelle, donc à partir de 3 sénateurs, et puis en augmentant un peu, moins que ce que préconisait le rapport Jospin, le rééquilibrage entre le vote du monde rural et le vote du monde urbain. Vont subsister les très profondes inégalités. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, même avec cette réforme qui vous paraît limitée, on entend beaucoup de critiques comme quoi on aurait fait du tripatouillage. Donc vous voyez, le gouvernement a été extrêmement modéré. Et j'observe que vous lui reprochez cette modération, mais de notre côté, on nous critique, y compris avec cette démarche qui me paraît être la démarche juste et raisonnable pour aller vers ce rééquilibrage. Il y a quelques critiques qui sont émises après la nomination de Ségolène Royal comme vice-présidente de la Banque publique d'investissement et comme porte-parole de cette BPI. Alors une première question d'abord, est-ce que cette nomination doit être approuvée par le Parlement ? Je pense pas, en l'état de la situation. Et pourquoi pas ? Mais parce que c'est une loi qui prévoit les postes qui doivent être approuvés par le Parlement. Il ne me semble pas que ce poste-là de vice-président le poste de président a été approuvé par le Parlement. Oui, mais c'est que celui le poste de directeur général également. Et donc celui entre les deux ne le serait pas. Mais parce c'est un poste de vice-président qu'elle occupe. Et je veux dire que c'est pas une nomination faite ni par l'Élysée, pour être précise, ni par le gouvernement, puisque cette banque publique d'investissement, qui représente aussi les collectivités locales, et Madame Royal, dont vous savez qu'elle est présidente de l'association des régions de France, ou vice-présidente, a été nommée par cette association. Les élus sont représentés dans la Banque publique d'investissement. Elle n'est pas présidente de l'association des régions de France. Non, c'est l'association, l'association des régions de France qui l'a désignée à ce poste-là, puisque c'était un poste qui revenait à ces collectivités locales. Et le gouvernement n'est pas acteur dans cette démarche. Mais d'où le reproche quand même d'une trop grande politisation de la BPI. Enfin, si on met des représentants des collectivités locales, c'est pas la faute du gouvernement, c'est la responsabilité des électeurs que dans les régions de France, il y en a beaucoup qui sont de gauche. Donc c'est assez logique. Quelle était l'autre solution? Qu'une banque qui est destinée à aider les PME dans les régions, vous savez bien qu'il y a eu un grand débat, même que les régions auraient voulu être plus représentées qu'elles ne le sont à la fin. Et donc elles ont eu gain de cause, les régions, sur certains points quand même. Sur certains points, mais pas dans la totalité. Si vous reprenez les propositions de l'Association des régions de France, elles auraient voulu avoir un rôle encore plus fort. Il y a un équilibre qui a été trouvé, et naturellement, elles sont représentées. Après, c'est évidemment au président de région et à leur association de désigner les personnes pour les représenter à ce titre-là. On critique également son rôle de porte-parole sur le fait qu'il faudrait respecter le secret bancaire, donc elle serait le porte-parole de quoi? Vous savez, là, on est carrément dans, je dirais, ou le procès d'intention ou le commentaire qui est pas bien passé. Elle préside une région, elle a été candidate à l'élection présidentielle, c'est quelqu'un de responsable et je ne vois pas pourquoi à elle en particulier on lui ferait ce reproche alors que dans ce conseil d'administration il y a d'autres élus, il y a des responsables et elle sera responsable à ce poste-là comme elle l'est à la présidence de Poitou-Charentes. Très bien, écoutez, merci beaucoup à Alain Vidalies d'avoir répondu cet après-midi à nos questions en direct. Je vais vous laisser rejoindre tranquillement, reprendre votre place dans l'hémicycle du Sénat pour suivre cette séance. Nous-mêmes, nous allons pouvoir la suivre en direct sur notre antenne. Je vous rappelle les principaux thèmes de ces questions d'actualité aujourd'hui. Tout d'abord, alors que le Salon de l'Agriculture va s'ouvrir dans 2 jours, un salon que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur notre antenne à partir de samedi matin, 2 questions autour de l'affaire de la viande de cheval, une question autour de la filière viande et puis une autre question autour de la traçabilité de la viande, une question sur les dotations aux collectivités locales alors qu'il y a eu des annonces importantes de la part du Premier ministre cette semaine, et puis une question sur le droit de vote des étrangers. On vient d'en parler avec Alain Vidalies, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Également une question sur le comité interministériel
ministériel des villes qui s'est tenu lundi. Vous le voyez sur ces images, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, se dirige vers l'hémicycle. Le Premier ministre ne sera pas présent cet après-midi au Sénat pour les questions d'actualité au gouvernement. Mais parmi les ministres qui seront sur les bancs du gouvernement, eh bien, on peut citer Marie-Lise Lebranchu pour la réforme de l'État et la fonction publique, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, Cécile Duflot, la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, ou encore Benoît Hamon, chargé de l'économie sociale et de la consommation, qui répondra notamment à ces deux questions autour de la traçabilité de la viande. Voilà, nous allons pouvoir rejoindre tout de suite l'hémicycle du Sénat pour suivre en direct ces questions d'actualité. On se retrouve après ici avec nos invités, sénateurs, ministres, pour revenir sur ces différents points. À tout à l'heure. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle que l'auteur de la question, de même que le ou la ministre pour sa réponse, dispose chacun de 2 minutes 30. Je vous demanderai de bien vouloir vous plier à cette règle qui est absolument nécessaire au bon fonctionnement de nos questions d'actualité. La parole est pour la première question à Madame Catherine Troendlé pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé du budget. Monsieur le ministre, votre majorité a été élue sur le mensonge. Vous prétendiez réconcilier les Français entre eux. Vous ne cessez de les monter les uns contre les autres, en proposant des lois de société qui divisent profondément les Français, en opposant les salariés du privé et ceux du public avec la suppression du jour de carence pour les uns. Tout votre programme n'était que mensonge. Vous avez abrogé la hausse de la TVA qui allait permettre de lutter contre les délocalisations. 3 mois plus tard, vous l'avez rétablie de manière plus lourde et moins efficace. Vous avez prétendu que votre hausse des impôts historique allait permettre de ramener le déficit à 3%, alors qu'elle n'a servi qu'à payer vos cadeaux électoraux. Vous prétendiez ériger une république impartiale, mais depuis François Mitterrand, nous n'avons jamais vu autant d'arbitraire et de copinage. En décembre, vous aviez radié du corps préfectoral les préfets nommés par le gouvernement précédent. Le mois suivant, vous nommez préfet une cohorte de collaborateurs du Parti socialiste. Nous apprenons que, battue aux élections, Madame Royal sera nommée vice-présidente de la Banque publique d'investissement. Plus grave encore, en 9 mois, vous avez proposé de changer tous les modes de scrutin de la République pour contourner la sanction électorale au lieu de vous atteler aux problèmes des Français. Votre dernier renoncement concerne les collectivités. L'engagement 54 du candidat Hollande promettait de garantir le niveau actuel des dotations. Nouveau mensonge. En décembre, vous avez adopté une baisse de 2,25 milliards d'euros de dotations pour les collectivités. En février, vous proposez aussitôt de doubler ce rabot en le portant à 4,5 milliards. Dois-je vous rappeler vos cris indignés lorsque nous avions envisagé une baisse de 0,2 milliard? Même votre majorité se sent trahie. Le président socialiste du CFL, André Léniel, a affirmé que cela stoppera les investissements des collectivités alors qu'elles réalisent 70% des investissements publics. Le président socialiste de l'ADF, Claudie Le Breton, redoute la perte de centaines de milliers d'emplois, principalement dans le BTP. Monsieur le ministre, allez-vous arrêter d'étrangler les collectivités qui sont en support de l'investissement dont notre pays a grand besoin pour maintenir son économie? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Il y a une partie de la question à laquelle je crois que je ne vais pas répondre sur les nominations en particulier. Je crois qu'avec le ministre de l'Intérieur, on pourrait faire un certain nombre de listes de nominations récentes et vous en seriez, je pense, très satisfaite compte tenu de l'équilibre et de la loyauté qui a été celle des gens nommés. Donc, sur cet aspect des choses, je pense qu'il faut faire attention à ce que nous disons les uns et les autres. Et
La République a ses règles et je pense qu'elles sont respectées. Mais pour en venir à la situation des collectivités territoriales et la situation budgétaire, je vous rappelle que pendant la campagne électorale, en particulier Madame Valérie Pécresse, qui me l'a confirmé tout à fait honnêtement et clairement lors de la passation de pouvoir, avait envisagé très sérieusement 2 milliards de baisse des dotations tous les ans. Avec le ministre du Budget, sous l'autorité du Premier ministre, nous avions pensé que pour la première année, même si effectivement tout était discutable, il fallait garder une stabilité de la ressource, telle que le Président de la République l'avait proposé, pour essayer d'équilibrer cette crise violente dont nous n'avons en aucun cas, vous l'admettrez bien volontiers, la responsabilité. Nous avons donc choisi de ne pas diminuer les dotations des collectivités territoriales pour tenir le tissu des PME et TPE. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons besoin de faire des économies supplémentaires. Nous n'allons pas chercher 10 milliards d'euros, madame, mais 2 fois 1,5 milliard auprès des collectivités. Et dans le même temps, nous prenons un engagement fort et que j'espère vous allez entendre avec satisfaction, c'est de suivre d'abord la première des commissions que le Premier ministre a installée pour les départements de France. Parce que les départements de France ont des difficultés à servir les allocations votées au niveau national. Et donc, pour les départements de France, il faut trouver une ressource pérenne et le travail doit être terminé à l'été. Ensuite, pour l'ensemble des collectivités territoriales, si la péréquation horizontale a permis des ajustements, et encore avec des débats difficiles, vous les avez vécus ici, nous les avons vécus à l'Assemblée nationale, nous pensons qu'il faut revenir aussi à une recherche de fiscalité horizontale, réécrire courageusement et tous ensemble, et le Premier ministre va réunir à cet effet l'ensemble des présidents des collectivités territoriales pour travailler à une réécriture de la dotation globale de base qui soit plus juste. Nous voulons être plus justes, madame. Nous allons effectivement demander à 25% d'efforts aux collectivités territoriales dont la part dans la dépense publique, vous le savez, est de 20%, à 25% sur 244 milliards d'euros. L'ensemble des élus locaux de France sauront le faire. Merci. La parole est à présent à monsieur Jean-Claude Merceron pour le groupe Union des démocrates et indépendants, UC. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. L'artisanat est le premier employeur de France, acteur majeur de la formation professionnelle et premier aménageur du territoire, puisque les emplois sont des emplois de proximité, qui plus est non délocalisables. En Vendée, l'artisanat du bâtiment est une plus-value des communes rurales qui participent à leur cohésion sociale, acteurs visibles à la fois du développement économique et de la vie associative. Néanmoins, comme dans toutes les régions, il est touché de plein fouet par les conséquences des crises financières et sociales, moins 20% de mise en chantier de logements neufs selon le ministère du Logement. Le bâtiment doit donc faire face de manière encore plus douloureuse aujourd'hui aux contraintes administratives, à la concurrence déloyale engendrée par la venue d'artisans d'autres pays, à une fiscalité décourageante et à des charges sociales pénalisantes. J'ai bien pris acte du pacte pour l'artisanat que vous avez présenté au lendemain de la journée de mobilisation des professionnels du bâtiment, le 18 janvier dernier. Mais ce n'est pas là-dessus que je vous interrogerai. L'objet de ma question est le suivant. Pour 2014, le gouvernement prévoit une nouvelle augmentation de la TVA qui passerait de 7 à 10%. Trop, c'est trop. Le rythme de la construction va encore diminuer et l'objectif des 500 000 logements rénovés par an sera alors hors de portée. Ainsi, dans la perspective de la prochaine loi de finances et pour soutenir la rénovation des logements, notamment pour améliorer leur isolation thermique et réduire leur consommation d'énergie, je vous demande pour nos emplois, pour notre économie, pour les centres de nos villes et de nos bourgs, le retour à une TVA réduite incitative pour ces travaux. Je vous en remercie. Merci. Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous avez raison de souligner l'importance du secteur de l'artisanat et notamment de l'artisanat du bâtiment dans notre pays. Effectivement, 3 millions d'actifs, plus d'1 million d'entreprises, 10% du PIB. Le gouvernement travaille en lien avec les organisations professionnelles pour les accompagner. Vous m'interrogez plus particulièrement sur la question de la hausse de la TVA. Mais vous avez, Monsieur le Sénateur, et vous le savez, dans le cadre du pacte de compétitivité que le gouvernement a présenté, les entreprises de l'artisanat et notamment de l'artisanat du bâtiment bénéficieront du crédit d'impôt compétitivité emploi à hauteur de 2 milliards d'euros, alors que la hausse de la TVA est évaluée à 1,8 milliard d'euros. Ce secteur aura donc 200 millions d'euros de bénéfices et vous savez aussi que les contrats de génération que le gouvernement met en œuvre bénéficieront très largement à ce secteur créateur d'emplois avec un volet spécifique sur la transmission reprise de ces entreprises qui ont des difficultés pour trouver des repreneurs. Et c'est un tout l'ensemble de ces mesures. Et lorsque j'ai présenté le pacte pour l'artisanat, vous avez vu que nous prêtions une attention particulière à ce secteur de l'artisanat du bâtiment, puisqu'un groupe de travail interministériel se réunira. J'animerai en lien avec mes autres collègues toutes ces questions, tous ces sujets de préoccupation, parce que la TVA n'est pas le seul sujet qui inquiète ces entreprises. La fiscalité, les besoins de trésorerie, la construction de logements, le plan de rénovation thermique, la concurrence déloyale par rapport au travail illégal, tous ces sujets seront mis sur la table et avec mes autres collègues, nous apporterons des réponses sur la fiscalité, mais aussi sur tout ce qui crée de l'emploi, qui crée de l'activité dans ce secteur. Vous le voyez, Monsieur le Sénateur, la politique du gouvernement en la matière est cohérente. Pacte de compétitivité, pacte pour l'artisanat. Notre objectif est bien celui d'accompagner ces entreprises, de leur permettre de se développer, de créer de l'emploi en France, parce qu'ainsi elles concourront, comme les autres, au redressement économique de notre pays. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Mirassou pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et elle concerne le dossier de la fraude à la viande qui, à juste titre, inquiète nos compatriotes dans un contexte, il faut bien le dire, d'un fort emballement médiatique. Je tiens d'abord à souligner et à saluer le fait que le gouvernement, et tout particulièrement les ministres concernés, je veux parler de messieurs Le Foll, Hamon et Garot, ont agi dans le cadre de leurs prérogatives respectives avec rapidité, fermeté, discernement et transparence. C'était du reste indispensable pour démontrer aux consommateurs que sa confiance dans les pouvoirs publics français est pleinement justifiée. Mais il faut aussi parallèlement constater que les méandres européens qu'empruntent les viandes transformées sont extrêmement complexes et ce dossier démontre, parce qu'il y a eu manifestement rupture de la traçabilité, que les dispositifs de contrôle sont à améliorer, car au bout du compte et au niveau du dernier maillon de la chaîne, il est absolument indispensable que le consommateur sache ce qu'il a dans son assiette. Sur un plan plus local, et s'agissant des salariés de la société Spanghero, de la population de Castelnaudary, des élus locaux concernés et des parlementaires de l'Aude, il était également impératif de les rassurer en ce qui concerne leurs inquiétudes, notamment relatives à la pérennité des emplois de la société concernée. De ce point de vue, la suspension de l'agrément, qui n'a pas dépassé 4 jours, était pleinement justifiée et s'inscrivait dans cette logique. Les enquêtes sanitaires, administratives et vétérinaires permettront quant à elles de savoir ce qui s'est passé, d'en tirer les conséquences et de prendre les sanctions à l'égard des auteurs de cette fraude. Plus généralement, dans cette affaire, qui s'inscrit dans le cadre d'un commerce alimentaire engageant une recherche frénétique du profit, où des produits de base de l'alimentation humaine sont désignés par le terme tristement révélateur de minerais,
Et c'est ainsi qu'en 6 mois, on évoque une vente de 750 tonnes de viande de cheval à la place de viande de bœuf qui aurait dégagé un surprofit de 550 000 €. Beaucoup reste donc à faire pour arriver à une solution satisfaisante qui puisse garantir à la fois les intérêts des salariés de la filière concernée, mais également et surtout ceux des consommateurs. Ma question, Monsieur le ministre, est la suivante. Pouvez-vous nous faire un point d'actualité sur un dossier compliqué qui évolue très vite et quelles sont les pistes de travail que vous entendez privilégier pour qu'une telle affaire ne se produise pas? Merci. Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur Mirassou, je voudrais répondre à votre question avec plusieurs éléments, à la fois sur la question que vous avez évoquée de la confiance. Ce qui s'est passé est une fraude généralisée, en tout cas pour les produits qui ont été concernés. Il y a des enquêtes à l'échelle européenne. Nous avons saisi d'ailleurs Europol parce que nous pensons que tout ça n'est pas simplement un circuit entre ce que vous savez, la Roumanie, les Pays-Bas et la France. Il faut à partir de là avoir, vous l'avez souligné, rapidité dans la réponse et puis clarté dans les objectifs que l'on poursuit. La rapidité a été de faire une enquête, de diligenter cette enquête, trouver des éléments qui permettent factuellement de considérer qu'il y a eu une fraude et de transmettre à la justice. C'était aussi pour l'entreprise Spanghero, et je fais bien la différence entre le nom de l'entreprise et la famille Spanghero, le fait de mettre en œuvre une enquête sanitaire, et pour que cette enquête sanitaire se fasse dans de bonnes conditions, il a fallu suspendre l'agrément. Cette enquête sera rendue définitive demain, puisqu'il y avait encore un certain nombre d'enquêteurs sur place. Elle a permis une reprise de l'activité pour les activités concernées qui n'avaient rien à voir avec la partie du négoce qui est celui qui nous occupe aujourd'hui. À partir de là, ce matin, une réunion a eu lieu au ministère de l'Agriculture, réunissant les ministres, à la fois Guillaume Garot et Benoît Hamon, pour faire le point avec l'ensemble de la filière. Parce que de ce qui s'est passé, il faut qu'on en tire des conclusions. Il y a un retour sur cette triste affaire qu'il va falloir faire. Trois objectifs sont fixés et ils ont été actés par l'ensemble des acteurs qui, dans ce sujet, entre transformateurs, entre producteurs, entre distributeurs et industrie agroalimentaire, n'est jamais facile. 3 objectifs, à la fois à l'échelle européenne, poursuivre pour changer la réglementation et assurer plus de traçabilité et d'étiquetage, en particulier sur les origines des viandes. 2e objectif, faire que la France anticipe ces évolutions et soit exemplaire sur la manière dont elle organisera elle-même la traçabilité des produits transformés, avec en particulier les références à la viande bovine française. Et dernier point aussi important, le fait qu'un groupe de travail va être mis en place pour faire en sorte que, sur cette question des fraudes, on renforce l'ensemble du dispositif qui permette aux acteurs eux-mêmes un autocontrôle et surtout des saisies plus rapides de la DGCCRF. Voilà les conclusions à la fois qui sont en cours et voilà ce que nous avons fait. Merci. Merci. La parole est à Madame Esther Benbassa pour le groupe écologiste. La question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. En décembre 2011, nous débattions ici même d'une proposition de loi visant à accorder aux étrangers non communautaires le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales. J'en étais la rapporteure, sénatrice novice et d'autant plus émue. Le Sénat, lui, venait de changer de majorité et cette PPL, nous l'avons alors votée dans un rare moment de communion républicaine après la longue décennie d'attente qui nous séparait de son adoption par l'Assemblée nationale en mai 2000. François Hollande, élu président, nous avons espéré que sans tarder, justice serait enfin rendue à ces hommes et à ces femmes qui vivent dans les mêmes quartiers que nous, envoient leurs enfants dans les mêmes écoles, paient leurs impôts et contribuent depuis des décennies à l'économie nationale. Ils ont gardé nos enfants, nettoyé nos domiciles et nos bureaux, travaillé dans nos usines, construit nos maisons, nos routes et nos ponts, et j'en passe. Ils n'ont pas fait moins pour la France que les étrangers communautaires qui, eux, jouissent de ce droit de vote et d'éligibilité du simple fait d'être européens. Disons-le clairement,
Si nos concitoyens communautaires partagent bien notre projet européen commun, les étrangers non communautaires, issus dans leur majorité de nos anciennes colonies, ne sont pas moins partie prenante d'une histoire qui nous est commune, à eux comme à nous. Monsieur le ministre, nous savons que la tâche est complexe. N'oublions pas pourtant que plus d'un ténor de l'ancienne majorité s'était prononcé dans le passé pour ce vote. Cette bataille n'est pas une bataille entre la gauche et la droite. Son enjeu est autre et supérieur. Une certaine conception de la démocratie, une même aspiration peut tous nous réunir, celle de faire de notre pays un exemple d'ouverture aux étrangers qui respectent la légalité républicaine et qui ont le souci aussi bien de sa prospérité que de sa sécurité. Monsieur le ministre, les promesses de Monsieur Hollande nous engagent. Nous ne pouvons pas reculer sur celles-ci, non plus que sur les autres. Nous n'avons pas le droit de décevoir. Si nous ne parvenons pas à convaincre 3/5 des parlementaires de nous rejoindre, pourquoi alors ne pas envisager sérieusement, avec courage et avec toute la force de notre conviction dont nous sommes capables, la possibilité d'un référendum? Voici la question que se posent nombre de nos concitoyens, militants associatifs en tête, et qu'à mon tour je vous pose aujourd'hui. Eh bien, les vôtres avaient demandé en 2005. Calmez-vous un peu. Oui, merci. Merci. La parole à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Esther Benbassa, la majorité souhaite l'adoption du droit de vote aux élections locales pour les étrangers résidant de manière régulière sur notre territoire et qui sont extra-communautaires. Vous l'avez voté, d'ailleurs vous l'avez rappelé ici au Sénat. C'est un engagement du Président de la République, vous l'avez dit aussi à plusieurs reprises, le gouvernement s'est exprimé et a montré sa volonté de faire aboutir cette réforme. Et d'ailleurs, les esprits peuvent évoluer. Quand au moment du traité de Maastricht, il a été inscrit que les membres de l'Union européenne pouvaient voter aux élections locales ou européennes, on changeait d'une certaine manière la nature du rapport entre les citoyens et la nation. J'ai moi-même d'ailleurs été le rapporteur des différentes propositions de loi du groupe socialiste dans l'opposition au cours de ces dernières années sur ce sujet-là. J'ai moi-même vu mes parents espagnols pour la première fois voter en 2001. Mais au-delà des convictions, au-delà des proclamations, l'essentiel est d'aboutir. Et vous le savez, la réussite de ce projet est conditionnée. Ne faisons pas comme si cela n'existait pas. Toute réforme constitutionnelle, passant devant le Congrès, nécessite de réunir 3/5 des suffrages exprimés. Et les voix de la majorité, additionnées au Sénat et à l'Assemblée nationale, ne suffisent pas. Il faut donc écouter, convaincre. Le Premier ministre a consulté tous les groupes parlementaires, de la majorité et de l'opposition, sur les sujets nécessitant une réforme constitutionnelle. Il a interrogé les groupes sur ce sujet-là. Le Premier ministre, le gouvernement recherchent les conditions nécessaires pour atteindre la majorité des 3/5 sur ce sujet-là, mais aussi sur les autres. Ce sujet est l'objet d'un clivage fort, vous le savez, vous l'avez dit, avec l'opposition, avec la droite qui refuse cette avancée. La résistance vient de cette partie-là, pas du gouvernement, pas de la majorité, même si, il y a quelques années, vous l'avez souligné, M. Nicolas Sarkozy, M. Jean-Louis Borloo, M. Yves Jégo avait fait part, M. Raffarin donc, avait fait part, nous dit-on, de leur souhait. Mais chacun, ça peut arriver, a changé d'avis. Le Premier ministre va prochainement rendre compte de ces consultations, ça peut m'arriver aussi. Le Premier ministre va prochainement rendre de ces consultations. Attendons ses conclusions. Sur le référendum, nous sommes ici au Sénat, vous le savez, c'est de la prérogative exclusive du Président de la République. Et le seul élément que je pourrais rajouter, en ayant planté ainsi le décor, c'est de souligner la chose suivante. Sur ce sujet, comme sur d'autres, le Président de la République
comme le gouvernement, souhaite rassembler, apaiser sur tous les sujets et faisons attention les uns et les autres sur ces questions-là, surtout si elles ne peuvent pas aboutir, à ne pas diviser davantage. Mais vous aurez, Madame la sénatrice, une réponse du gouvernement, ce qui n'exclut pas les initiatives parlementaires. Vous aurez une réponse du gouvernement sur ce sujet. Merci. La parole est à Monsieur Thierry Foucaud pour le groupe communiste républicain et citoyen. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur Cahuzac, ministre chargé du budget. Mes chers collègues, la situation économique de notre pays, comme de l'Europe, vous le savez, est très préoccupante. Alors que l'OCDE annonce que les pays membres de l'organisation présentent, eux, une croissance de 1,5% en 2012, la zone euro connaît, elle, une récession globale de moins 0,6%. Je dois dire, fruit amer des politiques d'austérité imposées au peuple, bien sûr, pour atteindre les objectifs de convergence des politiques économiques, et notamment la règle des 3% de déficit budgétaire à respecter coûte que coûte et quoi qu'il en coûte. En 2012, la croissance est à Washington, elle est aussi à Pékin, elle n'est ni à Berlin, ni à Paris, et je dois dire encore moins à Athènes. Après le vote d'ailleurs d'une loi de finances 2013 marquée par la réduction des déficits publics, la hausse des impôts et notamment le gel de la dépense publique, mais celui aussi malheureusement d'un collectif budgétaire gageant d'ailleurs le crédit d'impôt entreprise, je rappelle 20 milliards, sur la hausse d'ailleurs de la TVA. Voici en ce moment que quelques esprits, je dirais bien intentionnés, viennent de lancer le concours des idées pour réduire les déficits. L'un demande à la France d'aller plus loin dans la flexibilité du marché du travail, comme si la solution était, mes chers collègues, dans le développement de la précarité. L'autre recommande de s'attaquer aux allocations familiales. D'autres recommandent de geler la progression des retraites, quitte d'ailleurs à imposer aux retraités une hausse de la CSG. C'est un patron américain d'ailleurs qui se permet d'insulter les travailleurs français et d'ores et déjà, on annonce le doublement de la baisse des dotations aux collectivités locales en 2014 et en 2015, fixées en loi de programmation. Si l'on veut réduire les déficits, il faut de la croissance, mes chers collègues, parce que seule la croissance dégagera les recettes fiscales et sociales nécessaires. Même le FMI l'avoue. Mais une politique de croissance va de pair, je dois dire, avec un appareil industriel enfin soutenu par une politique publique audacieuse et cohérente, un système bancaire enfin mis en demeure de financer l'activité économique plutôt que la spéculation, une rupture également avec les politiques européennes qui, vous le savez, ont conduit la Grèce et l'Espagne au-dessus des 25% de chômeurs, la France et l'Allemagne à la récession au dernier trimestre 2012. Alors, avec l'austérité telle que pratiquée aujourd'hui, c'est celle de l'Europe qui s'abaisse, c'est l'Europe qui décline quand le reste du monde, lui, connaît la croissance. La France doit apporter, Monsieur le Ministre, une autre parole lors du prochain Conseil européen des 14 et 15 mars prochains, et nous devons concevoir dès maintenant, en France, je pose ma question, Monsieur le Président, un collectif budgétaire rompant avec la stricte logique du traité de Lisbonne. Face à cette situation, Monsieur le Ministre, que va faire le gouvernement pour sortir la France de l'ornière des politiques libérales de la zone euro? Merci. La parole est à Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, j'ai bien entendu l'hommage que vous avez rendu et au FMI et aux dirigeants nord-américains, puisque vous avez cité Washington, ainsi qu'aux dirigeants chinois, puisque vous avez cité Pékin. Je n'ai pas de jugement à porter sur les politiques sociales menées dans ces pays, encore que, selon moi, je crois qu'il serait préjudiciable aux salariés français de leur voir appliquer les conditions de travail que, par exemple, on peut constater en République populaire de Chine. Mais au-delà de ces appréciations que l'on peut porter sur les politiques menées par des pays avec lesquels nous avons des liens d'amitié indéfectibles, je veux simplement vous indiquer que le gouvernement a décidé d'une politique l'année dernière et que cette politique, le gouvernement a décidé de la poursuivre, car cette politique est nécessaire. Elle n'est pas nécessaire parce qu'elle nous serait imposée,
Elle est nécessaire parce que nous l'avons décidée et que c'est celle dont le pays a besoin. Aucune institution, aucun pays ami, quelle que soit la proximité que nous pouvons avoir avec lui, aucun de ceux-là ne peut imposer à la France une politique que notre pays n'aurait à consentir s'il n'en décidait autrement. Cette politique, le gouvernement l'a donc décidée librement, et il s'agit d'une politique, permettez-moi cette expression, de restauration de la souveraineté nationale. Nous ne pouvons plus, en France, dépendre, comme nous avons pu le constater ces dernières années, et des marchés et des agences de notation, tant il est vrai que, passé un certain temps dans l'année, c'est par l'emprunt que notre pays est obligé de financer ses politiques publiques. C'est précisément cette dépendance à l'emprunt, c'est-à-dire cette aliénation de notre souveraineté nationale à des marchés et des agences de notation, avec laquelle le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a décidé de rompre. Et cette politique est en train de porter ses fruits, car en 2012 comme en 2013, nous allons procéder à un ajustement structurel de nos finances publiques par un déficit structurel abaissé de près de 3,1% de PIB. Il faut nous désendetter, tant il est vrai qu'au bout d'un moment, rajouter de l'emprunt à l'emprunt n'a jamais pu créer de la croissance. Je me permets d'ailleurs de rappeler que ces 5 dernières années, le déficit structurel de notre pays s'est aggravé de près de 1 point de PIB quand il vient de baisser, grâce au vote du Parlement, de 3,1% de PIB, grâce aux lois de finances initiales et rectificatives s'appliquant en 2012 et en 2013. Cette politique, nous allons donc la poursuivre. Je vous ferai d'ailleurs remarquer qu'il est particulièrement difficile, nous le savons tous, de procéder à un ajustement budgétaire quand la conjoncture économique ne s'y prête pas, mais pour autant, nous devons le faire sans que, en 2013, des politiques de réduction de la dépense ou de hausse de la fiscalité supplémentaire ne soient décidées, car il est exclu de rajouter de l'austérité à je ne sais quelle rigueur ou de l'impossibilité à des difficultés déjà tout à fait grandes. En revanche, en 2014 et à l'occasion de la loi de finances initiale, nous aurons, j'en suis sûr, l'occasion, monsieur le sénateur, de débattre de la politique économique du pays. Merci. La parole est à monsieur Gilbert Barbier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Il est évoqué il y a quelques instants, l'Europe entière s'indigne, à juste titre, d'une fraude organisée qui a permis de faire consommer effectivement 750 tonnes de viande de cheval estampillée pur bœuf. Au-delà des conséquences sur les ventes sur les plats cuisinés, cette affaire a jeté un doute sur l'ensemble de la filière agroalimentaire française. C'est en tout cas ce qu'indiquent les derniers sondages. Pour beaucoup de consommateurs, ce scandale n'est pas un accident isolé et interroge sur la composition et la provenance réelle des produits alimentaires, malgré les étiquetages. La plupart des produits laitiers et des fromages industriels seraient, par exemple, fabriqués avec du lait d'importation d'origine inconnue. Ceci est-il révélateur d'une détérioration de la qualité des produits alimentaires français? Je ne le pense pas. Les producteurs français s'attachent à produire des produits de qualité avec des critères définis d'AOC, d'IGP, de label rouge, etc. et des contraintes de production. Il est dommage qu'un fraudeur jette la suspicion sur l'ensemble de la filière. Ma question ne concerne pas la gestion de cette affaire par le gouvernement, mais les suites qu'il entend y donner. En premier lieu, les exigences fortes en matière de sécurité sanitaire nécessitent de conserver des moyens de contrôle adaptés, aussi bien par les services vétérinaires que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation ou de la DGCCRF. La responsabilité des entreprises ou l'autocontrôle est sans doute une bonne chose, mais elle a des limites, on le voit bien. C'est bien à ces organismes publics d'exercer une surveillance efficace sans attendre que les scandales arrivent. En second lieu, cette malheureuse affaire rend plus évidente la nécessité de renforcer l'information des consommateurs. Ils ont droit à la transparence totale sur les produits qu'ils achètent. Au niveau européen, Monsieur le ministre, vous venez de nous dire qu'on réfléchit à un étiquetage pour les plats préparés, mais face à la lenteur de Bruxelles, envisagez-vous, Monsieur le ministre, de prendre les devants? À la veille du Salon de l'agriculture, il est important que le monde agricole attende la reconnaissance de la qualité de ses produits et peut-être aussi des mesures favorisant le développement des circuits courts, gage de transparence pour le consommateur. Sur tous ces sujets, nous attendons des engagements et des résultats.
Merci. Pour vous répondre, c'est Monsieur Benoît Hamon, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, qui a la parole. Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Barbier, dans cette affaire sur laquelle je vais revenir une minute, 4 500 000 personnes ont acheté du bœuf et mangé du cheval, ou acheté du cheval au prix du bœuf, permettant à un intermédiaire ou plusieurs de réaliser un joli bénéfice au passage. Et pour ce qui ne concerne que la responsabilité des entreprises françaises, nous avons estimé que sur la période de 6 mois, l'équivalent de 550 000 € de bénéfices indus avait été réalisé en vendant ainsi du cheval au prix du bœuf aux consommateurs français et européens. Ce sont 13 pays qui ont été avertis par nos soins, la DGCCRF dont vous avez parlé, 28 entreprises, et qui nous ont permis depuis maintenant une semaine de contrôler, à travers 3000 interventions, la réalité des retraits et des rappels des produits concernés. Nous avons voulu, dès le départ, mesurer ce qu'était la nature du préjudice. Et là, aujourd'hui, l'enquête judiciaire se concentre sur la responsabilité de l'établissement Spanghero. Je ne rappelle pas la réalité d'étiquettes qui ont été changées dans cet établissement, mais l'enquête continue sur l'étendue du préjudice. Y a-t-il d'autres filières d'approvisionnement, de transformation et de commercialisation de bœuf qui pourraient laisser à penser qu'on continue à manger dans nos plats préparés de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf? Il est utile de dire que cette viande n'est pas impropre à la consommation, mais n'en demeure pas moins que c'est une tromperie économique qui appelle réparation au profit du consommateur. Alors, ce que nous avons voulu faire avec les deux ministres, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Agroalimentaire, c'est d'abord de rappeler l'excellence de la filière bovine française et l'excellence de la filière agroalimentaire française, la nécessité d'agir vite au niveau européen, mais en respectant les rythmes de ce que sont la négociation européenne, notamment sur la modification du règlement INCO, et en faisant en sorte que les professionnels français anticipent l'évolution des règles européennes sur un point, le fait que figure l'origine des produits, et notamment l'origine de la viande, dans l'étiquette des plats préparés. Ces engagements, en tout cas ces avancées, nous avons pu constater la bonne volonté de l'ensemble des professionnels cet après-midi au ministère de l'Agriculture. C'est un point positif. Mais je veux vous dire aussi qu'il faut tirer d'autres leçons pour que notre système de protection s'adapte aujourd'hui à la tromperie économique, là où il est d'ores et déjà efficace contre la menace sanitaire. Si vous volez une barquette surgelée dans un magasin, vous encourez 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Quand vous trompez 4,5 millions de personnes pendant 6 mois, vous encourez 37 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Il faudra sans doute regarder le caractère dissuasif de ces peines et le projet de loi consommation y répondra. Un mot pour dire que vous avez signalé l'importance du rôle de la DGCCRF. Ces agents ont agi avec beaucoup de célérité et d'efficacité. Je note quand même que dans les 5 dernières années, ces agents ont vu leurs effectifs baisser de 16%. Raison pour laquelle le ministre Jérôme Cahuzac et moi-même avons voulu, grâce au Premier ministre, sanctuariser ces effectifs pour cette année et qu'il faudra conserver les moyens à la puissance publique d'exercer ces tâches de contrôle plus efficacement encore dans les années à venir. C'est un engagement que nous prenons aussi. Merci. Mademoiselle Sophie Joissaint, pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Rééquilibrer les comptes publics n'est certes pas chose facile, et en la matière, les valeurs de l'État s'expriment aussi par la priorité qu'il donne aux mesures qu'il met en place. Certains domaines, comme les avantages des retraités ou les actions concernant la politique familiale, surtout dans le temps de crise que nous traversons, ne pourront manquer d'être interprétés sur un plan symbolique et idéologique. Les gouvernements précédents y ont été confrontés, et encore une fois, la crise ne pourra qu'accentuer, qu'amplifier le sens de toute mesure prise sur ces secteurs. L'image du couple, riche, dénué de préoccupations matérielles, touchant les allocations, confronté à celui peinant pour nourrir ses enfants, pourrait influer dans le sens des mesures sur les allocations familiales préconisées par le président de la Cour des comptes. Mais cette image est une image d'Épinal. Seule la classe moyenne, celle que nous devons conforter, mobiliser, revitaliser, subira réellement cette diminution des allocations familiales. Les allocations familiales ne sont pas un outil de répartition et de justice sociale. Il s'agit, à salaire égal, de favoriser les couples qui décident de faire des enfants. La jeunesse d'un État est une condition, un paramètre essentiel à tout développement, et en ce sens, les allocations familiales constituent un investissement sur l'avenir.
De plus, l'État, en maintenant le principe d'universalité, préserve un lien politique, incitatif et protecteur avec l'ensemble des familles françaises. Toucher aux allocations familiales, c'est prendre le risque de modifier le contrat social dont le partage par tous les Français est crucial dans la période que nous traversons. Accroître le clivage entre les Français paraît aujourd'hui bien dangereux et bien risqué. Ceci d'autant plus que nous pourrions, en amont de ce type de mesures, revisiter certains postes de la dépense publique. Pouvez-vous, Madame le Ministre, nous indiquer si le gouvernement maintient cette piste de rééquilibrage budgétaire et, si tel est le cas, quelle est la forme de diminution des allocations familiales qu'il privilégie? L'intégration de leur montant à l'impôt, c'est-à-dire la hausse des prélèvements, ou bien leur attribution sous conditions de ressources, ce qui battrait évidemment en brèche le principe d'universalité de la politique familiale. Merci. Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de réalités qui témoignent de la pertinence du questionnement du gouvernement sur cette question. Comment on pourrait aujourd'hui refuser de se questionner alors que c'est sous le précédent gouvernement que la branche famille, et oui, que la branche famille qui n'était pas déficitaire l'est devenue au fur et à mesure des années qui se sont écoulées sous le quinquennat précédent, passant d'un déficit de 300 millions d'euros en 2008 à un déficit de 2,6 milliards en 2011. Comment expliquer, comment ne pas se questionner lorsque c'est vous qui avez sous-indexé des prestations familiales, provoquant une perte de pouvoir d'achat de l'ensemble de ces familles de l'ordre de 600 millions d'euros? Comment s'interdirait-on de se questionner alors qu'avec 3,7% du produit intérieur brut qui est affecté aux allocations familiales et aux allègements d'impôts, la France est certes en tête des pays européens en ce qui concerne les dépenses en faveur de la famille, mais bien loin d'être en tête en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté des enfants, comme l'a rappelé très cruellement un rapport récent de l'UNICEF. Comment refuser de se questionner alors que les attentes et les besoins des familles ont évolué? Et là aussi, une analyse du CREDOC le rappelle. 69% des parents considèrent aujourd'hui préférable, pour mieux aider les familles, de leur fournir des aides sous forme d'équipements et de services contre 30% qui optent pour des prestations financières. Comment refuser de se questionner alors que les sondages récents montrent que les Français eux-mêmes sont prêts à envisager des évolutions dans notre système? Alors effectivement, vous voyez la pertinence que le Premier ministre a eue de saisir Bertrand Fragonard, président du Haut Conseil à la famille, d'une mission globale sur les aides aux familles. Il lui a été demandé, à partir des aides existantes, d'établir une cartographie et cet exercice devra déboucher sur des propositions cohérentes d'évolution. Car il est légitime de se questionner sur l'économie générale du système d'aide aux familles, architecture d'ensemble, efficience des dispositifs, pertinence de leur ciblage. Il est légitime de rechercher une combinaison mieux adaptée aux besoins actuels entre les aides financières plus redistributives et le développement des services comme les modes d'accueil des enfants et de soutien aux parents. Alors vous pensez que l'immuabilité est un gage d'avenir, eh bien nous pensons que la justice et l'équité et l'égalité est le véritable gage d'avenir. Merci. La parole est à Monsieur Daniel Raoul pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse au ministre délégué chargé de la ville. Depuis la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine de 2003, les politiques menées par les gouvernements successifs n'ont atteint aucun des objectifs qu'ils s'étaient fixés. Il est vrai que la baisse constante des crédits alloués aux politiques de la ville depuis 2008, moins 50%, ne sont sans doute pas étrangères à cet échec. Selon l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, les écarts de développement ne se sont pas réduits, bien au contraire. Aujourd'hui encore, plus d'un résident habitant dans un quartier populaire
et pauvre contre 1 sur 8 dans le reste du territoire. Le taux de chômage y est 2,5 fois plus élevé qu'ailleurs. Une famille sur 4 est monoparentale contre 1 sur 10 dans les aires urbaines environnantes, et on pourrait continuer la liste des indicateurs. La Cour des comptes, dans son rapport sévère de juillet 2012 sur la politique de la ville, analysait cette absence de progrès comme le résultat d'une dilution des interventions sur un nombre trop grand de quartiers, des défauts persistants de gouvernance et de coordination, un manque d'articulation entre rénovation urbaine et accompagnement social, une répartition inadéquate des crédits dédiés à la politique de la ville, enfin, une trop faible mobilisation des politiques publiques de droit commun. Monsieur le ministre, vous avez lancé à l'automne une large concertation à laquelle notre collègue Claude Hilain a été étroitement associé, et en particulier pour présider un groupe de travail en vue de réformer la politique de la ville, rassemblant environ 150 membres représentant l'ensemble des acteurs locaux et nationaux concernés. Cette concertation, qui est une démarche novatrice, a abouti à la formulation de propositions nombreuses et opérationnelles. Elles ont été soumises au gouvernement et présentées sans doute lors du comité interministériel de la ville qui s'est tenu mardi dernier. Toutes ces propositions doivent tendre vers le même objectif, mettre un terme aux stigmatisations territoriales des quartiers et aux discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers populaires. Il s'agit d'un changement de philosophie en faveur du rétablissement de l'égalité républicaine dans les quartiers. Pouvez-vous nous en dire davantage, Monsieur le ministre, sur les propositions retenues, tant il y a urgence pour ces 8 millions d'habitants des quartiers populaires? Merci. La parole est à Monsieur François Lamy, ministre chargé de la Ville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Raoul, je vous remercie de m'avoir interrogé, d'avoir interrogé l'ensemble du gouvernement sur la situation des quartiers populaires qui, je crois, concerne tous les sénateurs et toutes les sénatrices, quels que soient les bancs sur lesquels ils se trouvent. C'est vrai, vous l'avez rappelé, que la situation dans ces quartiers, dans cette période de crise économique et sociale, est encore plus dure. Vous avez cité les chiffres du chômage, c'est le plus frappant. Le taux de chômage est en général 2 fois supérieur à celui de l'ensemble du territoire et des fois pour les jeunes de 16 à 25 ans, 3 fois supérieur à celui du taux national. Et puis ces quartiers, vous l'avez dit également, ont été trop souvent montrés du doigt, trop souvent stigmatisés à l'intérieur des discours publics. Alors le Premier ministre a décidé d'engager l'ensemble du gouvernement. Il a effectivement retenu 27 décisions lors du Conseil interministériel des villes qui s'est tenu mardi 19 février. C'est l'ensemble du gouvernement qui est en train de s'engager en faveur des quartiers populaires. De quelle façon ? Je vais conventionner avec l'ensemble des ministres concernés, de l'Intérieur, de la Sécurité, du Logement, de l'Emploi, de l'Éducation, de la Famille, des Outre-mer, pour que ne citer que du droit des femmes, bien entendu, pour regarder quels sont les objectifs, les moyens, les méthodes, pour que l'ensemble des membres du gouvernement agissent à l'intérieur de ces quartiers populaires. C'est la levée du droit commun et c'est surtout la reconnaissance qu'il existe des fractures territoriales, qu'il existe des fractures urbaines à l'intérieur des villes, entre les villes et les territoires, et qu'il est nécessaire d'axer, d'orienter des politiques publiques vers ces quartiers les plus en difficulté. Ces conventions, elles serviront ensuite concrètement à alimenter les futurs contrats de ville, où vous trouverez à la fois des opérations de rénovation urbaine, celles du plan national de rénovation 1, mais bien entendu de nouvelles générations d'opérations de rénovation urbaine qui pourront être engagées dès la signature des contrats de ville, c'est-à-dire dès 2014. Vous trouverez à l'intérieur de ces contrats de ville les opérations, les actions de cohésion urbaine, la levée du droit commun et les crédits de la politique de la ville dans les quartiers les plus prioritaires. Cela se fera dans le cadre d'une géographie prioritaire qui sera rénovée sur la base de critères qui seront les plus objectifs possibles. Et celui qui est actuellement retenu, c'est celui du pourcentage de foyers en dessous du revenu médian national et éventuellement local. Ceci permettra, et je pense que ça vous intéressera tous, de faire émerger les poches de pauvreté qui existent dans des villes moyennes.
en région. Et pour avoir procédé à quelques simulations ces derniers jours, je peux vous dire par exemple qu'une ville comme Guéret, une ville comme Auch, ressortiront de la géographie prioritaire puisqu'elles sont particulièrement concernées. Donc vous le voyez, c'est un plan d'ensemble, c'est un plan concret. Ce n'est pas le énième plan d'urgence aussi vite annoncé, aussi vite oublié. C'est un plan structurel que le gouvernement a décidé d'engager. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Michèle André pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame Yamina Benguigui, ministre en charge de la francophonie. Madame la ministre, vous êtes venue le 8 février dernier à l'Assemblée nationale vous exprimer devant le Bureau international de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, réuni à Paris. Lors de ce bureau, nous nous sommes penchés en particulier sur les situations politiques difficiles de la Guinée, de Madagascar, du Mali, de la République arabe syrienne, de la République démocratique du Congo et de la Tunisie. Vous nous avez fait part de vos engagements dynamiques afin de mettre la francophonie au cœur des préoccupations. À vos côtés, nous défendons nombreux ces valeurs démocratiques et respectueuses des droits de l'homme. Nous partageons, outre la langue française, avec nos homologues sur tous les continents, ces mêmes idéaux. Le Président de la République a établi des priorités pour conduire la politique de la nation. L'économie, bien sûr, pour relancer l'emploi, le défi climatique, mais également la francophonie. La francophonie, richesse qui contribue au rayonnement de notre pays. Il nous faut donc construire dans cet espace francophone les conditions d'une société plus juste et plus égalitaire. Le Président de la République a d'ailleurs développé cette thématique au sommet des chefs d'État à Kinshasa et juste avant, il s'était émerveillé devant l'Assemblée nationale du Sénégal où sont élus aujourd'hui autant de femmes que d'hommes. De quoi rêver. Nous avons en commun une préoccupation, la situation des femmes dans tous ces pays de l'espace francophone et particulièrement les violences qui leur sont faites dans certains territoires et ou la régression des droits qu'elles subissent ou craignent de subir dans d'autres. Ainsi, les femmes du Mali ont vécu une situation infernale dans le nord de leur pays jusqu'à l'arrivée de nos soldats, reconnaissant au Président de la République qui a pris la décision qui s'imposait afin de rendre à ce pays l'autonomie et la sérénité qui lui sont chères. Nous le voyons bien, la francophonie, ce n'est pas seulement une langue commune, c'est aussi un ensemble de valeurs et d'idéaux qu'il nous faut promouvoir. Je sais combien, Madame la Ministre, vous êtes préoccupée par les difficultés particulières des femmes dans cet espace. Et vous l'avez montré en vous rendant à Goma, rencontrer ces femmes victimes de viols, armes de guerre dans les territoires du Kivu, lorsque je vous ai rencontré à Kinshasa. Chacun sait que la condition des femmes est un des révélateurs grossissants de la situation du pays dans lequel elles vivent. Chaque année, nous célébrons la journée de la francophonie le 20 mars. Ma question est simple donc, Madame la Ministre, quel est votre programme d'activité pour cette journée, cette année? Quelles initiatives mettez-vous en place afin de promouvoir la francophonie et les droits des femmes dans notre pays et dans cet espace? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Yamina Benguigui, ministre chargée de la francophonie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame les sénatrices, merci pour votre question. Je connais vos combats pour la cause des femmes et permettez-moi de les saluer. J'ai décidé d'organiser le 20 mars à Paris, date de la Journée internationale de la francophonie, le premier forum mondial des femmes francophones. Cette décision est née d'un état d'urgence inacceptable avec les valeurs d'égalité et de solidarité que porte la francophonie. C'est bien dans l'espace francophone que les femmes sont les premières victimes des conflits armés. C'est bien dans l'espace francophone que des escadrons de la mort, des groupes armés rebelles en RDC au Nord Kivu, ont programmé le viol de milliers de femmes devenues butin de guerre. C'est bien dans l'espace francophone qu'un véritable génocide au féminin s'est déroulé depuis des mois dans un silence assourdissant. C'est bien dans l'espace francophone, en Tunisie, au Mali, en Égypte, que les acquis des femmes sont en régression. C'est pour toutes ces raisons que j'ai promis de porter la parole sur la violation de leurs droits. Le 20 mars prochain à Paris, 400 femmes venues des 77 pays de l'espace francophone, dont beaucoup d'entre elles portent les stigmates de leurs droits bafoués, viendront faire entendre leur voix pour le respect de leur droit à la dignité, à l'égalité, à l'intégrité de leur identité. Ce forum portera les fondations d'un nouveau statut des femmes
francophones et la défense de leurs droits partout où ils sont menacés. Aux côtés de l'OIF, je souhaite que la France insuffle un véritable plan d'action pour femmes et francophonie. Ce sont ces objectifs que je porterai devant les institutions de la francophonie et auprès des États qui la composent. C'est toute l'ambition de ce premier forum mondial de femmes et francophonie. Je vous en remercie. Merci. La parole est à présent à Monsieur Philippe Dominati pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, ma question s'adressait initialement à Monsieur le Premier ministre, puisque c'est lui qui devra arbitrer dans quelques jours le financement de la Société d'État du Grand Paris, mais je suis très satisfait, Madame la Ministre, puisque vous avez été quelques jours élue de Paris, qu'il vous ait désigné pour me répondre. Le concept du Grand Paris a été développé par Nicolas Sarkozy pour faire en sorte que la métropole parisienne ou francilienne garde son rang dans le monde, et deuxièmement, pour résoudre un problème immédiat, urgent, la congestion des transports en Île-de-France. Mais l'alternance a eu lieu, vous détenez maintenant désormais tous les pouvoirs, le pouvoir national, le pouvoir régional, le pouvoir communal, et que se passe-t-il? Que se passe-t-il quand nous apprenons que Paris a perdu 4 places en ce qui concerne l'attractivité dans le monde en 2012, en accueillant seulement 105 entreprises étrangères au lieu de 150. Il ne se passe rien. Que se passe-t-il quand nous apprenons que le chômage a augmenté de 6,5% en un an et de 15% pour les plus de 50 ans? Rien. Que se passe-t-il quand nous apprenons qu'un groupe étranger va mettre en vente la bourse de Paris? Aucune déclaration. Évidemment, il y a quelques bisbilles. Il y a la contestation du président du Conseil régional d'Île-de-France à l'égard du maire de Paris concernant la politique de bureaux. D'ailleurs, je crois, Madame la Ministre, que vous êtes pour la taxation des bureaux vacants. Il y a le ministre de l'Intérieur qui tacle le maire de Paris quand les berges sur Seine encombrent économiquement et s'étonnent du coût économique de cette décision. Il y a des bisbilles entre les Verts et la majorité socialiste sur le pass Navigo ou sur le financement de tel ou tel organisme de transport. Pourtant, il reste 9 milliards à trouver pour améliorer les transports en Île-de-France. Et l'État ne paye rien. Ce sont les entreprises d'Île-de-France qui payent 45% du coût global. Ce sont les entreprises d'Île-de-France qui payent 75% du coût de fonctionnement. Et le reste, ce sont les contribuables, avec un impôt spécifique, la taxe d'équipement. Un impôt spécifique, c'est 20% du coût. Et donc, voilà qu'on apprend que de nouvelles sources de financement sont attendues et que le Premier ministre va trancher. Est-ce qu'il va demander une augmentation des impôts aux Parisiens et aux Franciliens? Est-ce qu'il va demander une augmentation des impôts aux entreprises parce que l'activité économique est trop forte dans notre région? C'est cette question que je demande. Je vous demande des engagements clairs. N'augmentez pas les impôts, ne taxez pas les entreprises et prenez vos responsabilités. Vous voulez que l'État commande, eh bien, que l'État paye. Merci. La parole est à Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Dominati, c'est assez original votre façon de présenter ce dossier parce que si le dossier du Grand Paris Express a une spécificité, c'est qu'il a fait un moment un grand consensus à la fois sur ses modalités de financement et sur son projet. Grand consensus pour une raison assez désagréable finalement, c'est qu'il avait été largement sous-évalué. Quand je dis largement, c'est qu'il manquait 10 milliards qui n'avaient pas été évalués initialement. 10 milliards alors que ce projet a suscité une attente considérable chez les Franciliens. 10 milliards alors qu'il est absolument nécessaire, y compris pour l'activité des entreprises ferroviaires françaises, que nous lancions ce dossier. Voilà pourquoi le choix du gouvernement a été de travailler sur un redimensionnement de ce projet pour faire baisser ce coût
final de 30 milliards, sur les moyens de mobiliser différentes sources de financement pour réussir à financer l'ensemble de ce projet et pour répondre aux attentes des élus de toutes les collectivités locales et de toutes les couleurs politiques. Croyez bien que ce qui unit un certain nombre d'élus autour de ce projet, c'est la nécessité de répondre aux besoins de déplacement des franciliens, mais aussi de répondre aux futurs besoins de déplacement. La saturation de certaines lignes en Île-de-France est aujourd'hui identifiée. Vous faisiez référence aux taxes affectées à la Société du Grand Paris. Ce sont des taxes qui ont été décidées par le précédent gouvernement et votées par le Sénat et par l'Assemblée nationale pour financer ce projet. Comme ce qu'il se passe dans les autres pays du monde, il est nécessaire évidemment que tout le monde apporte une part, l'État, et ce sera fait, le Premier ministre s'y est engagé pour les besoins en dotation de la Société du Grand Paris, mais également que des contributions qui permettent de financer ce projet qui sera phasé dans le temps soient faites. Évidemment que l'équation est compliquée. Quand on fait la promesse, comme l'a fait le précédent gouvernement, de porter un projet à 20 milliards d'euros alors qu'il vaut 30 milliards, il est certain qu'on laisse une situation qui est extrêmement désagréable à gérer. Néanmoins, et parce que nous avons la volonté de tenir cette promesse qui a été faite de l'État, et qu'il y ait une continuité des engagements, le gouvernement et l'ensemble des collectivités locales, dont la région Île-de-France, dont l'ensemble des départements, continuent de travailler sur ce dossier. Le Premier ministre annoncera le 6 mars le scénario qu'il est possible de faire pour répondre à une attente qui se fait chaque jour de plus en plus criante. Merci. Mes chers collègues, nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour le débat sur le développement dans les relations Nord-Sud. Voilà pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour refaire cette séance.